faut pas toujours croire l'horoscope. Si j'étais vraiment si bien organisé, je serais quand même arrivé à l'heure. Bien, bonsoir Xavier Bertrand, nous allons passer Bonsoir. à une phase un petit peu plus formelle, à savoir un débat, donc format questions-réponses pendant environ 45 minutes. Alors, nous allons traiter 3 grands domaines, essentiellement l'emploi, dont vous venez juste de parler dans vos piliers essentiels pour la présidentielle, la santé, et nous évoquerons tout de même un petit peu l'UMP, hein, je pense que c'est une question... La santé de l'UMP ou l'UMP? Non, simplement, peut-être que les deux sont relativement liés, hein, je dirais. Donc, voilà, alors durant la campagne présidentielle en avril dernier, de nombreux sondages ont révélé que la question de l'emploi était au centre des préoccupations des Français. Donc ce sera le premier thème que nous allons aborder ce soir avec vous. Alors Monsieur Xavier Bertrand, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le chômage est passé de 8% à 10% environ. On peut peut-être montrer les courbes s'il vous plaît. Voilà, là, alors que la promesse de 2007 était, voilà, merci beaucoup, donc c'est un chiffre approximatif, alors que la promesse de 2007 était de le ramener à 5%. Alors comment, bien sûr, le gouvernement a dû faire face à la crise, mais comment expliquez-vous cet échec en comparaison avec la situation avec l'Allemagne, où notamment grâce à la favorisation du chômage partiel, de nombreuses entreprises ont pu conserver leurs salariés qualifiés? La première des choses, à part l'Allemagne, quel est le pays qui a vu son chômage baisser? C'est pour vous la question. Je ne suis pas une politique, je ne connais pas tous les chiffres. Lequel? Non, pas les États-Unis. Pardon? Aux États-Unis? Ah, seulement aujourd'hui. Pas, parce que d'ailleurs, les États-Unis, c'est à mon avis l'une des raisons de la réélection d'Obama, c'est qu'il a 4 chiffres de suite de baisse du chômage. Seulement pendant la crise, le chômage a augmenté partout. La seule chose, c'est que l'Allemagne a réussi à le faire baisser plus vite et plus fort que tous les autres voisins. C'est le seul pays. Pendant la crise, je ne vais pas chercher à excuser, mais juste à expliquer les choses. Pendant la crise, en Europe, le chômage a augmenté de 43%. Et en France, il a augmenté de 27%. C'est trop, mais il y a quand même une explication au fait qu'on est moins augmenté que les autres. Vous avez évacué la crise d'une demi-phrase. Cette crise, on l'oublie quand même aujourd'hui, elle a failli foutre par terre toute l'économie mondiale. Et en 2008, vous peut-être pas, mais certainement vos parents ou vos grands-parents se sont posé une question: est-ce qu'il fallait laisser l'argent à la banque ou le retirer? Est-ce qu'il fallait ouvrir plusieurs comptes pour protéger les économies ou pas? On l'oublie. Mais ça a quand même été, à un moment donné, on s'est demandé si on allait connaître l'équivalent de la crise de 29. Et la suite de la crise bancaire, ça a été un choc économique et social. Et au moment où tout le monde pensait sincèrement en Europe qu'on était sorti, et vous savez que la crise serait une crise en V, ça avait chuté, ça allait repartir, personne n'avait vu venir la crise de l'euro et la crise des dettes souveraines. Ce qui est vrai, c'est que toutes les économies européennes, on pensait qu'elles repartiraient, elles ne sont pas reparties. Par contre, il y a un pays, c'est vrai, qui s'en sort mieux que les autres. C'est l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a mené 10 ans avant nous, et pendant 10 années sans s'arrêter, les réformes structurelles que les autres pays et que la France a commencé seulement à engager à partir de 2007-2008. Mais la droite était déjà au pouvoir depuis 10 ans en France aussi. Non, non, pas tout à fait 10 ans, attendez, faut pas charrier. 97-2002, c'est Jospin, c'est pas Chirac. Il est peut-être président. 2002-2008. Oui, mais seulement, qu'est-ce qu'on fait de 2002 à 2007? On engage la première étape de la réforme des retraites, on engage la réforme de l'assurance maladie, et ce ne sont pas les seuls, c'est quand même aussi des réformes qui sont fondamentales. Si vous voulez me faire dire qu'on n'est pas allé assez loin dans les réformes, c'est vrai, je le reconnais. Mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas passer par pertes et profits une crise qui a vraiment failli mettre à genoux toutes les économies, et comme en 1929. Maintenant, quand vous disiez 8%, non, on a même été plus bas que ça. Quand on arrive, si je ne me trompe pas, on est en juillet, attendez, pas en juin 2007, je pense qu'on arrive en septembre 2007, on est plus bas que ça. À un moment donné, la baisse du chômage est la plus importante qu'on ait connue depuis 15 ans, la plus importante. Et tout le monde pense sincèrement qu'on descend vers les 7 et qu'on va aller vers les 5. Alors je ne vous fais pas le film, s'il n'y avait pas eu la crise, on y serait. Non. Ce qui est vrai, c'est que donc on a cette explication, et que maintenant, si on veut aller beaucoup plus loin pour justement baisser le chômage en France, il faudra une réforme sans précédent du marché du travail et du code du travail. Parce que le petit livre rouge, pardon, plutôt le gros livre rouge qu'est le code du travail,
n'est pas aujourd'hui l'outil qui protège le mieux l'emploi. Il y a trop de rigidité en France. Et je vous donne un exemple. Vous avez par exemple 100 ou 100 000, allez, 100 000 besoins d'emploi dans les entreprises. Eh bien, sur les 100 000, il n'y en aura que 80 000 qui seront pourvus. Parce qu'il y a 20 000 chefs d'entreprise qui se disent « Aujourd'hui, j'ai du boulot, mais si demain, j'ai moins de boulot à donner, je ne pourrai pas me séparer de mes salariés, donc je ne les recrute pas. » Je n'invente rien, vous l'entendez avec les différentes entreprises. Pourquoi? Les rigidités du marché du travail et du code du travail. Alors, vous allez me dire « Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt, non ?» Exactement. D'accord. Eh bien, ce qu'il faut savoir également, et là encore, je ne tiens pas à me planquer, c'est qu'on a fait des réformes. On a mis en place notamment la rupture conventionnelle. C'est-à-dire quand on veut séparer de quelqu'un, on ne va pas forcément au prud'homme, on trouve un accord entre le chef d'entreprise et le salarié. Il y en a quasiment 1 million aujourd'hui, depuis cette date, depuis que ça a été mis en place. C'est moi qui l'ai fait voter. Mais seulement quand on a proposé aussi d'autres réformes, comme le contrat unique, pour éviter qu'il y ait ce partage entre le CDD et le CDI, la galère du premier CDI. Ben, quand on a voulu le mettre en place, je me rappelle, j'étais ministre, je me suis fait renvoyer à la figure ce contrat unique de la part des partenaires sociaux, patronat, syndicats, en disant « nous, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas preneurs ». Or, depuis la loi Larcher de 2005, le politique doit obligatoirement demander l'avis des partenaires sociaux dès qu'il interfère dans le marché du travail. Alors ça veut dire une chose, c'est que je crois au dialogue social, c'est vrai, mais je crois que l'avenir du dialogue social sera beaucoup plus dans les entreprises, sur le terrain, qu'il ne sera au niveau interprofessionnel. Et si on veut vraiment faire bouger l'emploi et faire baisser le chômage, je crois non seulement à une réforme en profondeur du Code du travail, je crois aussi à une refonte de notre système éducatif. On ne peut pas avoir 150 000 jeunes qui sortent du système éducatif chaque année sans aucune qualification, et on ne peut pas avoir autant de jeunes qui sortent du système éducatif avec un vrai diplôme, mais pas de débouché derrière. Et je crois, moi, profondément à l'apprentissage, au système de formation en alternance. Voilà quelques-uns des sujets qui, à mon avis, pourraient faire vraiment baisser le chômage dans notre pays. Et je me permettrai de dire aussi la politique économique. Qu'est-ce qui est marqué au-dessus? Je vois que vous regardez tous avec intérêt. Ah pardon, c'est l'interface Wissembly qui sera... D'accord. Et je vais jusqu'au bout, c'est la politique économique. Si on veut véritablement avoir plus de croissance dans notre pays, il faut des réformes structurelles, il faut baisser les dépenses, et il faut peut-être aussi avoir une politique économique européenne qui soit synonyme à terme de moins d'austérité et qui soit un peu plus favorable à l'emploi. L'euro fort pour l'euro fort, c'est peut-être bien en théorie, mais ce n'est pas ça qui nous permettra non seulement de conserver, mais de créer des milliers ou des millions d'emplois dans toute l'Europe dans les années qui viennent. Il y a ces 3 aspects au moins. Très bien, donc juste pour revenir sur la courbe du chômage, est-ce que vous ne pensez pas que la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était la mesure phare du candidat Sarkozy en 2007, n'a pas été plutôt néfaste à l'emploi? On se dit intuitivement que si on pousse chaque salarié à travailler un peu plus, ça va avoir tendance à décourager l'embauche, non? Ce n'est pas le salarié qui choisit de faire des heures sup. C'est le patron qui soit a du travail supplémentaire à donner ou pas. Le vrai sujet des heures supplémentaires, ce n'était pas quelque chose qui gênait l'emploi ou pour l'emploi, c'était favorable au pouvoir d'achat. L'idée était la suivante, les 35 heures sont en place, mais si vous donnez davantage que 35 heures, dans ces conditions-là, le salarié ne paye pas d'impôts, pas de charges sociales, et vous, chef d'entreprise, vous avez aussi un gain. C'était quoi? C'était pour baisser le coût du travail pour l'employeur, et c'était pour donner plus aux salariés. C'est une mesure de pouvoir d'achat. Mais pourquoi pas donner, plutôt que donner plus à un même salarié, pourquoi pas donner à un autre qui n'a pas d'emploi? Ok, la plupart des entreprises sont des petites entreprises, moins de 20 salariés en France. La moyenne des heures supplémentaires, c'est 4 heures. Quand vous avez par exemple une entreprise avec 10 salariés, vous enlevez le patron, sa secrétaire, le comptable, il en reste 7. 7 x 4, 28. Vous recrutez quelqu'un pour 28 heures? Non. En théorie, votre raisonnement tient la route. Dans la réalité des entreprises, ça ne marche pas. Vous dites non, pourquoi? Ah oui, mais seulement en France, notamment les partenaires sociaux, sanctuarisent, sacralisent le CDI à temps complet. Dès qu'on est sur du temps partiel en France, ou notamment les fameux petits boulots qu'il y a dans certains pays, on nous dit non, ce n'est pas pour nous. Ce sont des emplois Kleenex. Non, ce sont aussi des emplois qui permettent le retour à l'emploi. Le vrai sujet, c'est que le travail n'est pas un gâteau qui se partage. La vérité du travail, c'est qu'il n'y a pas 2 secteurs d'activité qui se ressemblent, il n'y a pas 2 entreprises qui se ressemblent. 2 entreprises de 30 salariés dans l'industrie ou dans les services, ce n'est pas pareil.
2 entreprises dans l'hôtellerie, une de 10, une de 1000, c'est pas pareil. Et si vous voulez laisser respirer les entreprises, il faut leur donner la possibilité d'aménager leur temps de travail librement. Voilà pourquoi j'ai mis en place la loi de 2008. S'il y a un accord d'entreprise, est-ce que vous savez quelle est la limite maximum du temps de travail en France aujourd'hui, s'il y a un accord d'entreprise? C'est 48 heures. C'est 48 heures. Et est-ce que vous connaissez la moyenne des heures travaillées par semaine en France? 39,5. Donc on est largement au-delà des 35 heures. Les 35 heures, depuis la loi Bertrand, disent certains, que j'ai fait voter, c'est devenu un plancher. Les 35 heures de Madame Aubry étaient un plafond. C'est devenu un plancher. La seule chose, c'est que 35 heures, c'est le seuil de déclenchement des heures sup. À partir de la 36e heure, elles sont mieux payées. Et si vraiment les heures supplémentaires tuaient l'emploi, il faut m'expliquer pourquoi les socialistes, dans ces cas-là, n'ont pas cassé le principe des heures supplémentaires. Ils ont enlevé la défiscalisation parce qu'ils avaient besoin de faire des économies, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas remis en cause le principe des heures supplémentaires. Elles existent toujours et elles sont payées 25%. Là où ils ont fait une erreur, c'est qu'en enlevant la défiscalisation, ils ont enlevé du pouvoir d'achat à des salariés qui, ne gagnant pas des 1000 et des 100, s'en servaient avant tout pour consommer. Et je pense que ça a été une faute économique parce que c'est de l'argent qui manque dans la consommation. Ça a été une faute politique parce que ceux qui faisaient des heures et qui ne demandaient rien à personne, qui se font reprendre le bénéfice de la défiscalisation, ceux-là, les politiques, ce n'est pas qu'ils les regardent avec méfiance, c'est qu'ils leur en veulent terriblement, droite et gauche. Et je reproche aussi au gouvernement d'être revenu là-dessus pour ces raisons-là. D'accord, alors vous parliez des socialistes, donc on peut constater que la courbe de chômage continue à augmenter sous le régime de François Hollande. Deux fois plus vite. Deux fois plus vite qu'au premier semestre, alors que j'avais cru comprendre à l'époque qu'avec le changement, il n'y aurait plus de chômage. C'est quand même ce qui a été dit pendant la campagne. Et quand le chômage augmente 2 fois plus vite, ça va être de la faute à Sarkozy pendant 4 ans? Je pose juste la question. Bah c'est justement ce sur quoi j'allais rebondir, donc en vous demandant, parce que finalement les socialistes disent c'est la faute de la droite, nous payons les pots cassés. D'ailleurs, François Fillon avouait en octobre dernier sur France 2 que Nicolas Sarkozy avait, je cite, demandé qu'on repousse, à titre d'exemple, le plan social de PSA après l'élection présidentielle. Donc finalement, à la lumière de cet événement, que répondez-vous aux critiques des socialistes ? Je me suis expliqué là-dessus, j'étais chez Apathy un vendredi matin, j'ai participé aux différentes réunions avec François Fillon et avec Nicolas Sarkozy. Jamais il a demandé de repousser un plan social. Et vous voulez que je vous dise pourquoi? Même s'il en avait eu envie, les syndicats dans les comités d'entreprise ont accès à toutes les informations. Vous ne croyez pas que s'il y avait eu une mesure repoussée après les élections, vous ne croyez pas que les syndicats auraient tiré le signal d'alarme médiatique et seraient dans les médias? Peugeot, ça fait des années que se posent des questions pour Aulnay. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on produit à Aulnay des véhicules, notamment la C3, qui ne sont pas parmi les plus vendus. Ça fait des années qu'il y a justement cette menace ou cette inquiétude sur Aulnay. Ça ne date pas de la campagne. Et il est évident, justement, les plans sociaux, on a souvent dit, ouais, vous avez mis la poussière sous le tapis en attendant le changement. C'est bien ça? Exactement. Okay. Et quand on a eu le Jabi, quand on a eu Photowatt, Petroplus, c'est des sujets qui sont venus avant l'élection présidentielle, bien avant. Et c'était dans la une de l'actualité. Ce qui montre bien qu'il n'y a eu aucun plan social qui a été repoussé. Et je le répète, avec les médias que nous avons et les syndicats, s'il y avait un seul plan qui avait été mis au frigo, vous ne croyez pas qu'il l'aurait sorti dans la presse? Oui, certes. Donc finalement, François Fillon a menti. J'ai dit que je n'avais pas, moi, participant à la même réunion, je n'avais pas le même souvenir que François Fillon, je l'assume. Est-ce que vous en avez discuté depuis avec François Fillon? Non, d'autres choses, mais pas de ça. Mais j'ai une bonne mémoire. Alors afin de contrer cette courbe du chômage, le gouvernement Ayrault a mis en place 2 mesures principales qui sont les emplois d'avenir et les contrats de génération. Vous avez déclaré que vous êtes abstenu à l'Assemblée concernant les emplois d'avenir parce que, je vous cite, il y a 100 fois mieux, mais c'est toujours mieux que rien pour l'emploi des jeunes. Alors pensez-vous qu'avec ces 2 mesures, l'objectif socialiste de baisser le nombre de chômeurs fin 2013 est atteignable? Et quelles sont donc ces meilleures solutions que vous évoquez? Hélas, non, ils n'y arriveront pas. Et quand je dis hélas, c'est parce que ça ne me fait pas plaisir. Parce que, personne ne doit faire le malin sur la question d'emploi. Bien placé pour le savoir, parce que j'étais en charge de ce ministère. Et deuxièmement, il n'y a certainement pas de recette miracle, mais il y a autre chose à faire que cela. Et d'autre part, c'est qu'il faut se méfier. On parle souvent du chômage avec des statistiques. Chaque fois qu'on parle du nombre de demandeurs d'emploi, c'est des familles qui sont directement concernées. Et le vrai sujet est là.
on en oublie parfois avec un regard de statisticien la réalité humaine du chômage. Et je peux le dire parce que moi, à Saint-Quentin, mon bassin d'emploi est un bassin qui, historiquement, depuis 40 ans, est sinistré en matière d'emploi, et ce n'est pas facile de trouver des solutions. Même si, depuis le début de l'année, j'ai une stabilisation, j'ai même, depuis le début de l'année, 83 demandeurs d'emploi de moins, ce n'est pas avec ça qu'on peut crier victoire, loin de là. Je vais jusqu'au bout du raisonnement. Les emplois d'avenir, je n'ai pas voté contre. Je ne suis pas Ponce Pilate, mais je vais vous dire pourquoi je n'ai pas voté contre. Vous allez me dire, vous n'avez qu'à voter pour. Avec l'argent consacré aux emplois d'avenir, si on avait mis le tiers ou la moitié de cet argent sur l'apprentissage, pour booster l'apprentissage, il y aurait eu beaucoup plus de résultats à la clé. Je suis, un militant à fond de l'apprentissage. Mais la gauche aussi, suite au rapport Gallois dans le pacte de croissance, vise 100 000 apprentis de plus d'ici 2017. Mais attendez, en Allemagne, 2/3 des jeunes d'une tranche d'âge sont en apprentissage, on est à 1/3 seulement en France. C'est pas 100 000 de plus qu'il en faut. Et puis c'est pas en disant on en aura 100 000 de plus qu'on en aura 100 000 de plus. Il faut vraiment mettre le paquet sur l'apprentissage. On avait commencé à le faire, il fallait aller plus loin que ce que nous avions fait. Et il faut, je vous le dis, on aurait mis la moitié de cet argent des emplois d'avenir. Là-dessus, l'apprentissage aurait été beaucoup plus boosté. Après, je vais jusqu'au bout. Ce qui me gêne dans les contrats d'avenir, c'est qu'il n'y en a pas assez dans le privé. Or, excusez-moi, mais l'avenir des jeunes passe principalement par l'entreprise. Qu'on soit de droite ou de gauche, il n'y a jamais un politique qui a créé des emplois autrement qu'à son cabinet. C'est les entrepreneurs qui créent les emplois, ce ne sont pas les politiques. Donc, il n'y a pas assez d'emplois d'avenir dans les entreprises. La formation n'est pas assez présente. Et puis en plus, il y a une histoire de zonage et de critères qui rendent les choses compliquées. Un jeune qualifié, très diplômé, s'il n'est pas habitant d'une zone de revitalisation rurale ou d'une zone urbaine sensible, c'est mission impossible pour avoir un contrat d'avenir. Voilà pourquoi je n'ai pas voté pour. Maintenant, je sais une chose, c'est que des jeunes qui viennent vous voir, si vous n'avez aucune solution à leur proposer, ils restent sur le bord de la route. Donc j'ai décidé non seulement de m'abstenir, mais à la ville de Saint-Quentin, ville dont je suis maire, je prendrai au mois de janvier pour commencer 10 emplois d'avenir, de façon à permettre de mettre le pied à l'étrier à des jeunes, pas pour 6 mois comme des contrats aidés, mais pour 3 années. Et on est en train de voir s'il y a des nouveaux métiers sur lesquels on pourrait proposer des places. Tout ça pour montrer que je ne suis pas dans un rôle d'opposant systématique. S'il y a des solutions, je suis prêt à le reconnaître. Je pense que les emplois d'avenir, ce n'est pas la bonne solution, mais si ça apporte une partie de réponse, je suis prêt à jouer le jeu. Après, on a une deuxième mesure en revanche. C'est les contrats de génération, vous en avez certainement entendu parler, où on va essayer de marier un jeune et un senior. Ça existe déjà. Ça s'appelle l'apprentissage. Et j'ai vraiment peur que les contrats de génération, là, affaiblissent considérablement l'apprentissage. Voilà pourquoi, je le pense aujourd'hui, le gouvernement baisse les bras face au chômage alors qu'il n'y a aucune fatalité contre le chômage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ça votre question? C'est ma question. Revoir complètement les critères d'indemnisation et de formation du chômage. En clair, il faut mieux former les demandeurs d'emploi et il faut que l'indemnisation ne soit pas liée seulement au salaire de remplacement, mais à le fait de poursuivre une formation. Vous avez aujourd'hui, je vous invite, je ne fais pas de pub, je n'ai pas d'action, mais prenez le dernier magazine Capital sur les métiers qui continuent à recruter et qui ne trouvent pas preneurs. Vous avez en même temps des offres d'emploi qui ne sont jamais pourvues et vous avez des gens qui sont sincèrement motivés, qui cherchent un boulot, qui ne sont pas formés pour ces métiers-là. Si on avait réussi, quand j'étais ministre de l'Emploi, à limiter l'explosion du chômage, c'est aussi parce que sur le terrain, bassin d'emploi par bassin d'emploi, on prenait les offres d'emploi disponibles et on essayait de former les demandeurs d'emploi. C'est un travail quasiment de microchirurgie, c'est vraiment un travail de terrain, mais ça a porté quelques fruits. Ça, je pense qu'il faut le faire sur le plan national. On sait aujourd'hui que, notamment dans les métiers de bouche, on sait aussi que les régleurs dans l'industrie, on n'en trouve pas. Or, vous avez tant de demandeurs d'emploi qu'il suffit de former. Mais c'est ça qu'il faut faire beaucoup plus facilement. D'autre part, il faut dire très clairement qu'il y a des métiers pour lesquels on peut être formé, mais si on vous forme pour ces métiers-là, vous ne pourrez pas, à la sortie, refuser l'emploi concerné. Et je pense qu'il faut donc lier l'indemnisation du chômage à la poursuite d'une formation. C'est ce qui se passe notamment en Allemagne, beaucoup plus que chez nous. D'autre part, il faut bien le voir, je vous l'ai dit tout à l'heure, la formation initiale, la formation continue doivent être réformées si on veut faire reculer le chômage
durablement en France. Pas avec des mesures, des contrats aidés ou pas pendant un certain temps, mais il nous faut vraiment, vraiment engager des réformes de fond. D'accord, alors Guillaume parlait juste à l'instant de rapport gallois, donc j'aimerais réagir un petit peu à ce que vous venez de dire. Jean-Marc Ayrault, à la suite de ce rapport, a dévoilé son pacte national de croissance, dont la mesure phare était les 20 milliards d'euros de crédit d'impôt aux entreprises. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les entreprises vont finalement jouer le jeu en embauchant ou, étant donné que ce crédit d'impôt n'est soumis à aucune condition de résultat? Il faut faire un peu confiance aux entreprises, parce qu'à force de les montrer du doigt, il ne faut pas s'étonner que les investissements étrangers en France se soient arrêtés et que les entrepreneurs français se disent de toute façon, on ne nous aime pas, on ne nous fait pas confiance, à quoi ça sert d'engager des investissements? Honnêtement, aujourd'hui, c'est le sujet, c'est le sujet numéro 1. On va jusqu'au bout. Le rapport gallois, il a un gros avantage. C'est la première fois où un rapport fait le lien entre la compétitivité coût et la compétitivité hors coût. Je pense que c'est l'un des rapports les plus complets qui soit. Il ne l'est pas totalement, parce qu'à mon sens, il ne parle pas assez du marché du travail, de la réforme du marché du travail, mais il est très complet. C'est la première fois, et je pense que devant le tribunal de l'histoire, les politiques ne pourront plus dire on n'était pas au courant. Vous prenez le rapport Pébreau à l'époque, le rapport Attali, le rapport Gallois, il n'y a plus un politique qui peut dire la compétitivité n'est pas un problème. Fini. Et là où ce qui est très intéressant dans le rapport Gallois, c'est qu'il fait le lien entre la compétitivité hors coût, l'innovation, la recherche, le fait d'être sur des métiers, des marchés qui sont des marchés à forte croissance, notamment l'Asie, mais la compétitivité coût, c'est-à-dire et le coût du travail, et aussi, ce qui est très nouveau, le coût de l'énergie. Et sur le coût de l'énergie, je trouve criminel qu'on ne s'engage pas plus dans la recherche sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. On n'est pas obligé d'être du côté des obscurantistes, on n'est pas obligé de dire que comme aujourd'hui la recherche n'est pas complète, on n'y touche pas. La question en France n'est pas de savoir si on exploitera un jour le gaz de schiste, la question en France c'est de savoir quand on exploitera le gaz de schiste. Et plus tôt ça sera, mieux ce sera pour l'économie, pour l'emploi et pour le coût de l'énergie. Voilà 5 ans. Les prix du gaz, Asie, Europe et États-Unis étaient à peu près les mêmes. 5 ans après, avec ce que les Américains font sur le gaz de schiste, le prix du gaz européen est 5 fois plus élevé qu'aux États-Unis. En Asie, 8 fois plus élevé. Oui, mais on ne peut pas nier les conséquences environnementales. Attendez, et en France, on n'est pas capable de faire les choses intelligemment? On n'a pas des chercheurs? Parce qu'il peut y avoir des risques qu'on n'exploite pas, et ce n'est pas français ça, ce n'est pas audacieux. On a quand même l'une des recherches les meilleures au monde, et derrière ça, attendez, excusez-moi, et vous, dans cette école-là, vous me dites ça? Attendez, excusez-moi. Disons que la recherche, pourquoi pas, mais l'exploitation directe, je serais en attendant de savoir. Dans une assemblée d'écologistes inquiets de l'avenir et tout ça, je veux bien, mais vous ne trouvez pas quand même que ça vaut la peine de regarder, de chercher? Entre regarder si c'est possible et le faire. Mais là, aujourd'hui, on ne dit même pas on regarde. On dit ah non, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux. Mais pourquoi c'est compliqué et dangereux? Ça se regarde, les techniques d'exploration, ça vaut la peine. Je ne sais pas si ça peut créer 100 000 emplois en 10 ans ou 15 ans, même si c'était que 10 000, ça se regarde. Mais quand j'entends dire que c'est sous nos pieds, sous les pieds des Polonais, qu'il y a les plus grandes réserves, je dis c'est criminel de ne pas regarder de nouvelles méthodes d'exploration du gaz de schiste. Voilà pourquoi sur la compétitivité, c'est important. Je viens à l'autre point que vous évoquiez. 20 milliards d'euros de crédit d'impôt. Après avoir piqué 20 milliards d'euros aux entreprises, on leur redonne à peine. Il y a quand même un problème de zigzag de la part du gouvernement. Et je vais vous dire très clairement comment je vois les choses. Je pense que M. Hollande peut très bien sentir ce qu'il faudrait pour le pays. Mais sentir les choses, c'est bien, faire les choses, c'est mieux. Et je pense que même s'il veut le faire, il n'a pas l'électorat, il n'a pas la majorité politique et parlementaire, et il n'a pas les partenaires pour mener les réformes de fond dont ce pays a raison. Même si ça avait été nous, ça aurait tangué. Même si ça avait été nous, il aurait fallu des réformes plus audacieuses et plus courageuses que celles menées les 5 dernières années. Et je pense que pour M. Hollande, même s'il le voulait, il ne le pourrait pas avec la majorité qu'il a. Le crédit d'impôt, vous dites aux entreprises, investissez, travaillez, vous aurez un crédit d'impôt. Mais le problème en France, moi je viens du monde de l'entreprise. Vous dites crédit d'impôt, très bien. Crédit d'impôt, ça veut dire en général, 2 ans plus tard, contrôle fiscal.
C'est la règle française. Comme vous avez un crédit d'impôt, l'administration fiscale regarde si elle ne peut pas récupérer. Et à partir du moment où il y a déjà cette question-là, est-ce qu'on fait confiance aux entrepreneurs, ça freine les choses. Et enfin, on ne m'enlèvera pas de l'esprit qu'il n'y a rien de plus simple que la baisse des charges qui pèsent sur le travail. Si on vous baisse les charges, notamment, si on vous enlève les allocations familiales qui pèsent sur le salaire, c'est lisible, c'est simple, c'est clair, vous savez combien vous coûte un salarié. Et il vous coûte moins cher. Il n'y avait rien de plus simple que la baisse du coût du travail. D'accord, donc vous nous dites qu'il faut faire confiance aux entreprises. Oui. Mais dans ce cas-là, que faire face aux chefs d'entreprise? On le voit actuellement dans l'actualité avec M. Mittal à Florange, qui ne respectent pas leurs engagements pris auprès de l'État. Ah bah attendez, M. Hollande nous a dit qu'il était garant des engagements. On est sauvés, hein? On est sauvés. Que feriez-vous justement à sa place, vous qui Attendez, voulez... Déjà, la première des choses, franchement, je pense que le rôle du ministre du redressement productif, c'est avant tout de chercher à attirer des investisseurs étrangers, ce n'est pas de les décourager. Le rôle du ministre du redressement productif, quel qu'il soit, c'est d'essayer de mettre en relation les universités, les grandes écoles, avec le monde de l'entreprise. Le rôle du ministre du redressement productif, c'est aussi de s'assurer que l'économie est bien financée. Et le rôle du ministre du redressement productif, c'est de dire clairement que s'il y a des métiers qui n'ont plus d'avenir, il vaut mieux protéger les salariés que les emplois. C'est-à-dire permettre aux salariés de se former dans d'autres domaines, mais ne pas faire croire qu'on pourra garder ad vitam aeternam les mêmes emplois. Garder les salariés dans d'autres emplois, oui, les garder dans le même emploi, c'est du mensonge. C'était ce qui s'était passé avec le Jabi. Il faut savoir que la lingerie, pas forcément d'avenir, la maroquinerie, oui, ça valait la peine de les former pour être dans la maroquinerie. Il faut aussi que les politiques disent la vérité. Et depuis la gauche en 81, jusqu'à nous y compris, on n'a pas osé dire la vérité aux salariés concernés. Et je vais jusqu'au bout. Le rôle du ministre du redressement productif, ce n'est pas d'insulter le 14 juillet la famille Peugeot pour PSA et d'insulter M. Mittal. Et c'est quand le prochain? C'est quand le troisième? Donc, je le dis aussi très clairement, le rôle du ministre du redressement productif, c'est de travailler à permettre d'avoir un avenir industriel. Ça n'est pas de chercher des boucs émissaires matin, midi et soir. Maintenant, d'un autre côté, on peut dire ce qu'on veut. Je ne partage absolument pas les idées ou les options de M. Montebourg, mais au moins, il a des idées et des convictions. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de... Pardon? C'est pas le cas de... Bah, attendez, là-dessus, il a servi un peu de bouc émissaire. Le principal responsable, c'est François Hollande. Hein, parce que c'est lui qui va, au mois de février, sur le toit d'une camionnette à Gandrange, et en disant « je ferai voter une loi qui obligera à céder votre entreprise et je sauverai vos emplois ». C'est lui qui reçoit M. Mittal en espérant régler tout comme faisait Sarkozy, puis quand il s'aperçoit que ça ne va pas se passer comme prévu, qu'il refile le bébé à Hérault, et Hérault, du coup, est très heureux de s'essuyer les pieds sur Montebourg et de régler ses comptes à Montebourg. Ça a été un fiasco politique et économique sans pareil, cette affaire. Sans pareil. Et je pense que derrière ça, quand vous voyez M. Martin, le leader de la CFDT, c'était pas du paquet, c'était sincère ce que ressentait le type, un sentiment de trahison. Parce qu'on leur avait dit à l'époque, sur le toit de la camionnette, qu'on sauverait leur entreprise et leur emploi. Or, la vérité, et je veux aussi, moi, avoir ce devoir de vérité, est-ce qu'il y a de la place pour une sidérurgie en France? Je le pense. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que l'avenir de la sidérurgie et des hauts fourneaux peut se concevoir quand vous êtes à proximité des circuits d'approvisionnement, c'est-à-dire là où le minerai est acheminé. Il y a plus de chances de maintenir une activité sidérurgique à Fos ou à Dunkerque, parce que c'est là que le minerai arrive et vous n'avez pas en plus la question du transfert dans d'autres sites et dans d'autres lieux. C'est ça où économiquement il y a une réalité. Sauf qu'il faut peut-être aussi dire la réalité économique des choses. Et les salariés, même si ça ne leur fait pas plaisir, même s'ils sont en colère, je pense qu'ils préfèrent la vérité plutôt qu'on les mène en bateau comme ça a été le cas. Très bien. Alors une dernière question sur le thème de l'emploi. Depuis le mois de septembre, les syndicats et le patronat discutent en vue d'essayer d'arriver à un compromis historique sur la flexibilité et la sécurité de l'emploi. Alors le principal point de clivage actuellement, c'est le suivant. Les syndicats aimeraient que les cotisations chômage payées par les patrons soient calculées en fonction de la durée des emplois signés avec leurs employés. Alors d'une part, soutenez-vous les syndicats dans cette revendication qui vise à éviter les recours abusifs aux CDD et aux intérims, aux contrats courts. Et d'autre part, vous qui avez été ministre du Travail, on l'a rappelé, vous avez connu ces situations de négociation entre syndicats et patronat
deux entités qui ont généralement des points de vue diamétralement opposés et très arrêtés sur une même position. Alors, pouvez-vous nous expliquer concrètement comment est-ce qu'un ministre peut faire avancer les négociations? Quelle attitude vous adoptiez pour faire avancer le schmilblick? Quand je voulais vraiment que ça avance, c'est ça, je me faisais engueuler par tout le monde. C'est aussi simple que ça. J'ai un bon exemple. L'accord sur la durée du travail en 2008. Je vais plus loin que l'accord MEDEF, CGT, CFDT, et je me fais insulter par la terre entière, y compris par le patronat. Ça, je l'ai toujours là. Je l'ai toujours là. Parce qu'à l'époque, ce que je vote dans la loi correspond à ce qu'attendent les chefs d'entreprise sur le terrain. Mais ça n'est pas ce que Mme Parizeau signe avec M. Chérec et avec M. Thibault. Et résultat des courses, tout le monde me tombe sur le paletot. Alors que l'accord va dans le sens d'entreprise. Qu'à la limite que la CGT le fasse, on est habitué. Que le MEDEF le fasse, je l'ai toujours en mémoire. Parce que je pense qu'il faut aussi arrêter avec cette habitude française, on cherche l'accord historique. C'est quoi l'accord historique? C'est l'accord où tout le monde sort son stylo pour signer? Je préfère qu'il y ait moins de signataires, mais plus de résultats, que quand vous avez la photo où tout le monde signe et il n'y a pas grand-chose dans l'accord. De toute façon, au niveau national, c'est simple. Quand la CGT sort son stylo, c'est que l'accord ne doit pas être si favorable que ça aux entreprises. C'est aussi simple que ça. Parce que la CGT, par contre, sur le terrain, signe beaucoup plus d'accords qu'au niveau national, parce qu'il y a moins de jeux de rôle et on est plus proche des salariés et des intérêts des salariés. Voilà pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de remettre en cause le dialogue social à la française, mais je dis que le dialogue social doit davantage reposer dans les entreprises, sur le terrain, beaucoup plus qu'au niveau national. Donc si l'accord historique, c'est avoir la belle photo, on fait semblant d'être d'accord, mais il n'y a pas grand-chose de favorable ni à l'entreprise ni aux salariés, il faut arrêter de jouer au bal des hypocrites. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut donc dire que le politique est tout à fait légitime pour aller plus loin que l'accord. Et je pense pour ma part que sur certains sujets fondamentaux, pas sur la question des contrats courts, il faut que le politique ait davantage recours au référendum. Parce que l'avantage du référendum, surtout s'il est généralisé, permet d'avoir un véritable ancrage populaire, un soutien populaire qui dépasse les blocages. Et il y a enfin un gros avantage, c'est qu'il y a une manie française qui consiste, quand c'est la droite, à revenir sur ce qui a été fait par la gauche, quand c'est la gauche, à revenir sur ce qui a été fait par la droite. Si vous avez une réforme qui est soutenue par un référendum, il n'y a personne qui s'amuse à revenir dessus, parce que c'est le peuple français qui l'a voulu. Voilà pourquoi je pense que si on veut dépasser les clivages, si on veut dépasser les blocages, et si on veut sincèrement que ce pays se remette en mouvement, le référendum est un outil politique et législatif dont on doit davantage se servir. Bien, alors nous allons nous arrêter là un petit peu pour l'emploi. Je regarde, on va essayer d'optimiser un petit peu le temps. Et nous allons passer à la santé, d'accord, avec une question qui risque d'intéresser la plupart des personnes dans cet amphi. Il s'agit de la légalisation du cannabis. D'accord. Donc Daniel Vaillant, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, sous le gouvernement Jospin, a souhaité sur France Inter qu'un débat soit mené sur la légalisation du cannabis et sa consommation dans le pays. Il affirme que sur ce domaine, là encore, la droite a mis en péril les initiatives de la gauche en disant il y a une quantité phénoménale de consommateurs de cannabis, 4,5 millions annuellement, la plupart du temps frelatés, avec tous les trafics, avec toutes les violences qui en découlent. Pour lui, le débat doit être totalement réouvert. Alors, j'en arrive à ma question. Finalement, la lutte contre le cannabis a-t-elle été un échec en France? À quelles évolutions pouvons-nous nous attendre finalement sous le mandat de François Hollande? Et je complète simplement cette question avec une citation de l'actuel ministre du Logement. Donc je cite, qui dit oui à la dépénalisation. Alors il s'agit de Cécile Duflot, je précise, qui a dit oui à la dépénalisation du cannabis pour faire baisser le trafic et la violence et avoir une politique de santé publique. Le cannabis, c'est le même régime que le tabac et l'alcool, notamment en termes de prévention. Qui est favorable à la dépénalisation? Merci. Qui est défavorable à la dépénalisation? Merci. À peu près 20% favorables, 50% défavorables. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas besoin de compter. Mais c'est assez instructif. Parce que si on nous dit quels sont les modes, les jeunes seraient favorables à la dépénalisation. Je n'y crois pas. Je pense, là j'aurais parlé en tant qu'ancien ministre de la Santé, et j'aurais parlé aussi en tant que père de
Je ne vais pas faire le mec donneur de leçons sur ces sujets-là. La droite comme la gauche, comme toutes les politiques publiques, est-ce qu'on pourrait être plus efficace en matière de lutte contre les toxicomanies? Oui, évidemment. Et d'ailleurs, on le voit bien, il n'y a pas vraiment de pays qui a pu donner des leçons. Les pays qui ont été très allants, très ouverts, notamment les Pays-Bas, reviennent sur les coffee shops ouvertes notamment aux étrangers. Il y a d'autres pays aussi qui font un peu marche arrière. Je suis totalement contre la dépénalisation, comme je suis contre l'ouverture des salles de shoot. Ça ne m'a pas empêché, moi, de ne pas vouloir classer notamment le Subutex et la méthadone. Ce n'est pas la même chose. Mais je pense qu'on a une société, excusez-moi, une société se construit aussi sur des interdits. Plus de la moitié des jeunes qui ne touchent pas au cannabis disent que c'est parce que c'est interdit. Parce que je pense que le poids de l'interdit, ça forme, ça construit, et qu'une société a aussi besoin d'interdits. D'autre part, on peut tourner ça dans tous les sens. Il est une évidence, peut-être pas pour tout le monde, mais que pour certains, les drogues douces sont le premier point de passage vers d'autres formes de drogue. Et enfin, je ne veux pas faire le scientifique que je ne suis pas, je ne veux pas faire le médecin que je ne suis pas, mais il est évident que quand quelqu'un prend du cannabis, là-haut, ça ne se passe pas tout à fait pareil et ça ne reste pas intact. On peut tourner ça dans tous les sens. Qu'il faille davantage jouer la carte de la prévention, qu'il faille justement lutter contre les addictions plus sévèrement, c'est vrai, notamment sur les trafics, qu'il faille aider davantage les familles et pas seulement les jeunes, c'est une évidence. Mais si on rentre dans ce débat en disant dépénaliser est une bonne chose, ça évite les trafics, je n'avais pas le sentiment qu'à l'époque de la prohibition aux États-Unis, on en ait fini avec le trafic et la consommation d'alcool. Je ne le crois vraiment pas. Et je le dis pour les salles de shoot, c'est pareil. Ce n'est pas seulement la question d'un suivi médical. Le vrai sujet, c'est que est-ce que c'est interdit, oui ou non? Si c'est interdit, vous ne pouvez pas avoir de salle de consommation maîtrisée. C'est tout simplement que vous inversez la norme. Et encore une fois, je ne veux pas faire le père rigoriste en la matière, j'essaie juste de voir ce qui est efficace et ce qui envoie des terribles messages contraires. Voilà pourquoi je suis contre les salles de shoot et voilà également la raison pour laquelle je suis contre la dépénalisation du cannabis. Ce qui me fait plaisir, c'est que visiblement, je ne suis pas tout à fait le seul. D'accord. Et quelles évolutions pensez-vous, à quelles évolutions pouvons-nous nous attendre? Je ne sais pas, il semblerait qu'il y ait une partie, Madame Duflot, Monsieur Payon, qui disait qu'il faut réouvrir le débat. S'ils disent qu'il faut réouvrir le débat, parce qu'ils ont une idée derrière la tête. Franchement, François Hollande et Jean-Marc Ayrault semblent avoir cassé la réouverture du débat. Je ne veux pas faire le polémicard, mais c'est ce que j'ai entendu. Par contre, sur les salles de shoot, on va vers l'ouverture de certaines salles de shoot. Et là encore, le message qui est adressé, c'est consommation médicalement maîtrisée ou suivie, ce n'est pas la même chose qu'interdiction. Je pense que les messages ont leur importance dans la vie publique, dans la sphère publique. Très bien. Alors, on va passer toujours dans le thème de la santé à un autre sujet, les dépassements d'honoraires. Donc, en mars dernier, quand vous étiez encore ministre, vous avez mené des négociations avec les syndicats de médecins, l'assurance maladie et les mutuelles. Suite à l'échec de ces négociations, vous avez mis en place ce qu'on a appelé l'option de coordination élargie. Alors, les médecins de bloc opératoire pouvaient adhérer à cette option, avec laquelle ils s'engageaient à effectuer 30% de leurs actes au prix de la sécurité sociale et à limiter à 50% du tarif remboursé par l'assurance maladie leur dépassement. Vous bossez au cabinet du ministre de la Santé, hein. Vous êtes nickel sur la technique. Hein. Je vous enverrai mon CV. Non, je ne le suis plus, moi. Oui, je peux le transmettre, mais je ne suis pas sûr que je vous recommande de façon efficace. Très bien, on en discutera après. Donc en contrepartie de ces limitations de dépassement d'honoraires, les médecins de bloc opératoire, leurs prestations étaient remboursées par les complémentaires. Alors, pourquoi il y a eu échec? C'est ça? C'est la suite de la question. Pardon. Oui, enfin la suite de la question. Bon, je vais rebondir. Je suis un petit peu moins calé sur cette question technique que Guillaume. Toutefois, il me semble savoir que cette option de coordination élargie a été abrogée par l'actuel ministre de la Santé et que d'ailleurs les syndicats des médecins, les mutuelles et l'assurance maladie semblent se féliciter de cette mesure. Non, on va être très précis. Pourquoi il y a eu échec des négociations? Parce que la mutualité et les mutuelles avaient perdu leur stylo. Ils avaient tous paraphé l'accord, mais au moment de l'appliquer, les mutuelles n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas contentes, les mutuelles. Parce qu'on avait augmenté la taxe sur les mutuelles. Et donc, comme on était avant les élections, ils ont dit on ne signe pas.
Voilà la vraie raison de l'échec. Parce que ce que je voulais mettre en place, c'est exactement ce que les mutuelles avaient signé à plusieurs reprises, et notamment en 2005. Et ils l'ont renouvelé en plus, cet accord. Mais au dernier moment, ils n'ont pas voulu signer. Alors, allez leur demander pourquoi. Mais moi, le film dans lequel il y a le méchant gouvernement et les gentilles mutuelles, j'en ai marre. Ce n'est pas un film qui me fait rire. Notamment quand les mutuelles augmentent leurs tarifs, c'est toujours de la faute du gouvernement. Quand on regarde le détail, on s'aperçoit qu'il y a 2 fois plus d'augmentation qu'il n'y a de taxes. Elle est où la différence? Pourquoi on ne pose jamais de questions aux mutuelles sur les raisons d'augmentation de leurs tarifs? Mais ce film-là, je l'ai connu pendant quasiment 8 ans, même si je n'ai pas été 8 ans ministre de la Santé, les gentilles mutuelles, le méchant gouvernement ou le méchant politique. Donc la vraie raison de l'échec, c'est parce que les mutuelles n'ont pas voulu signer. Et mon option de coordination, c'était pas génial, mais c'était mieux que rien. Et comme Madame Touraine, en arrivant, a dit « Moi, vous allez voir ce que vous allez voir, vous avez Super Marisol qui arrive, je vais vous faire une réforme formidable, je dégage ce qu'a fait Bertrand, et après on va voir mieux. » En fin de compte, elle n'a pas fait mieux, parce qu'elle a eu un problème. C'est que vous avez aujourd'hui, je ne vais pas faire le statisticien, 1,8% des médecins qui dépassent de plus de 3 fois le plafond Sécu. 1,8%. Sauf qu'elle a montré du doigt 100% des médecins. Et c'est ce que je n'aime pas, la théorie du bouc émissaire. Un jour c'est le chef d'entreprise, un jour c'est le riche, un jour c'est le médecin. Vous ne pouvez pas faire dans un pays aussi éruptif que la France une politique en cherchant des boucs émissaires. La France, elle a besoin d'être apaisée, elle a besoin d'être rassemblée, pas de chercher à montrer un responsable à chaque fois. Et ce que je reproche foncièrement, c'est que dans la réforme de Madame Touraine, c'est que ceux qui dépassaient pas beaucoup comme médecins vont être légitimement invités à davantage augmenter leur dépassement et que nous n'avons toujours pas trouvé le bon système qui permette notamment aux mutuelles de prendre en charge ce qu'elles devraient prendre en charge. Voilà la réalité de l'accord. Je veux juste remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas un sujet facile. Moi, j'avais trouvé une solution où je donnais envie aux médecins de rentrer dans un système où ils dépassaient moins. Là, elle a décidé d'étendre le système des dépassements. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas s'il y a des provinciaux ici, mais moi, à Saint-Quentin, les dépassements moyens des spécialistes ne sont pas très élevés. Ça peut être 30, ça peut être 50%. Là, ils pourront tout à fait être tentés de se mettre au plafond. Si tous les autres y sont, pourquoi ils ne se mettraient pas au plafond? On va avoir donc une augmentation généralisée des dépassements. Alors vous allez me dire, le vrai scandale, c'est les dépassements très importants. Sur les dépassements très importants, c'est ce que moi je voulais voulu. Si chacun fait vraiment son boulot, si les caisses primaires d'assurance maladie font leur boulot, si les conseils de l'ordre font leur boulot, si les syndicats de médecins font leur boulot, on sait exactement quels sont les médecins qui dépassent. C'est à eux qu'il faut s'intéresser. C'est le mal français. On contrôle tout le monde plutôt mal, plutôt que de contrôler vraiment bien ceux qui le méritent. Et les médecins qui dépassent de plus de 3 fois le plafond Sécu, on sait où ils sont à Paris, ils sont bien souvent dans les Hauts-de-Seine, parfois un peu dans le Rhône. Ça ne sert à rien de montrer du doigt 100% des médecins français quand vous savez exactement quels sont ceux qui dépassent. Oui, alors, il ne me semble pas qu'elle désigne tout de même 100% des... le discours a été celui-là. Le discours surtout nous dit que les pratiques abusives vont être sanctionnées à l'occasion de la mise en place d'un observatoire des pratiques avec un observatoire, tarifaires. Donc finalement, simplement ceux qui vont atteindre le plafond... Observatoire, commission, il faut arrêter la plaisanterie. Vous savez quels sont les médecins qui dépassent vraiment beaucoup? Il suffit que la Sécu, il suffit que les conseils de l'ordre se mettent sur leur dos et puis basta. Ce n'est pas un observatoire dont on a besoin. On les connaît, les noms. On le sait. Voilà ce qu'il faut faire. Très bien, alors on va changer totalement de sujet. Donc on l'a rappelé tout à l'heure, vous avez été... J'aurais juste finir sur un point. Je ne sais pas si vous avez entendu la proposition qui consiste à dire que les médecins qui s'installeraient dans les zones sous-médicalisées, parce que moi ce que je reproche aujourd'hui, je ne veux pas faire éternel ministre de la Santé, mais la question de la santé est un sujet sur lequel je vais continuer à travailler jusqu'au bout. Quels sont les sujets aujourd'hui qu'on a dans la santé? La question de la démographie médicale, il faut continuer à faire ce que j'avais fait, c'est-à-dire former davantage de médecins chaque année, parce que comme ils exerceront plus à temps partiel ou moins, ils travailleront moins que leurs prédécesseurs, il faut qu'il y en ait plus. Le vrai sujet, c'est aussi la démographie par spécialité, pas seulement dans certains endroits en France. C'est la question aussi du coût de notre système de santé. C'est l'un des meilleurs au monde, des tout meilleurs. Mais est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent? Et enfin, l'autre aspect, c'est la charge de travail, les responsabilités, la paperasse qui pèse sur les professionnels de santé. Voilà les principaux sujets. Et ces sujets-là, j'aimerais bien qu'on s'y attache. Et quand la ministre actuelle nous dit que les jeunes médecins qui vont s'installer en zone sous-médicalisée, vous avez peut-être entendu,
vont avoir un revenu garanti de 4 600 € par mois. Vous avez entendu ça? Ça, c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'un médecin qui s'installe en zone sous-médicalisée va gagner beaucoup plus que 4 600 €, c'est garanti. 4 600 €, ça veut dire, avec des actes à 23 €, c'est 200 actes par mois. Même si un médecin ne bossait que 20 jours dans le mois, il ferait donc 10 actes seulement par jour. Mais un médecin qui bosse à la campagne, il fait 2 fois plus d'actes et il a un revenu qui, sur le papier, est beaucoup plus important. Cette mesure-là semble dire on donne les moyens pour recruter des médecins. Cette mesure-là ne règle pas le vrai problème de la démographie. Est-ce qu'on paye les frais de structure pour une maison de santé? Est-ce qu'on fait venir d'autres professionnels de santé? Et enfin, et surtout, est-ce que le conjoint ou la conjointe du médecin va pouvoir aussi trouver un emploi à proximité? Tant qu'on n'aura pas eu cette analyse sociologique en plus, la question de la démographie n'est pas une question d'argent. Vraiment pas une question d'argent, surtout pour des médecins qui, en s'installant, gagneront beaucoup plus que ça. Très bien, donc nous allons aborder la troisième partie de la conférence. La santé de l'UMP? Exactement. On sent avec un sourire gourmand tout de suite. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, donc, on l'a rappelé, vous avez été à la tête du parti entre 2008 et 2010. En septembre dernier, vous annonciez renoncer à vous présenter pour la campagne de la présidence de l'UMP. Au même moment, vous annonciez votre candidature aux primaires de 2016 de l'UMP en vue de la présidentielle de 2017. Vous ajoutiez à cela qu'aucune raison d'ordre politique ne pourrait contrarier cette décision. Alors la question que j'aimerais vous poser, elle est simple. Pour quelle raison ne pas vous être présenté à cette élection qui vous aurait pourtant donné une place importante pour exprimer vos idées dans les médias et qui aurait aussi permis de rompre cette bipolarité qu'a connue l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon? Est-ce que vous sentiez que cette bataille était perdue d'avance? Est-ce que vous craigniez un nouvel échec, un nouveau revers suite à la défaite face à Christian Jacob pour le groupe UMP à l'Assemblée nationale? J'ai tout de suite su, et je l'ai reconnu, je l'ai dit, que cette élection se jouerait entre Copé et Fillon et que je ne gagnerais pas. Je l'ai dit, et je le répète devant vous. Donc je le savais au départ. La vraie question, c'est que vous pouvez être candidat quand vous avez des idées à porter qui sont différentes et qui seront entendues. Les idées auxquelles je croyais dans cette élection, c'était notamment que l'UMP dans l'opposition, ce n'est pas la même chose que l'UMP dans la majorité. Et qu'il faut une profonde décentralisation du mouvement, davantage de démocratie et de redonner le pouvoir aux militants. Ce discours-là, il est important. Ce discours-là, j'étais sûr qu'il ne passerait pas dans cette campagne. Où la vraie question, c'était quel sera celui qui sera soit le meilleur opposant, mais il ne fallait pas confondre avec la question de la présidentielle. Le vrai sujet, il faut le dire, Copé-Fillon, la présidence de l'UMP, ça les intéresse, mais c'est de savoir lequel était en pole position pour la primaire de 2016 en prenant la tête du parti. On ne va pas se raconter d'histoire. Vous pouvez dire tous les matins que vous êtes passionné par la vie du mouvement. Pour les deux, comme pour moi, la question c'était la primaire et la présidentielle. Or, je voulais jouer carte sur table. Je ne vais pas dire aux militants que je vais me passionner à 1000% pour l'UMP si j'ai en tête la primaire. C'est une question de respect des militants et de jouer carte sur table. Oui, je ne pouvais pas gagner, je le savais. Alors on me dit, oui, mais tu vas faire 20%, tu es le troisième homme. J'aurais évité la bipolarité. Tu parles au deuxième tour, il n'y aurait pas eu bipolarité? Ça aurait été exactement pareil. Et si le score était serré au premier tour, il aurait été serré au deuxième tour. Mais on aurait dit, ah ouais, mais parce que Bertrand soutient l'un, c'est l'autre qui est élu en une semaine. Non, je préfère la transparence. La deuxième chose, c'est que je suis persuadé que si vous voulez être candidat à la primaire et à la présidentielle, c'est un énorme travail de fond. Et que pendant que vous vous occupez des commissions d'investiture pour les élections régionales, vous ne pouvez pas vous consacrer à ce travail de renouvellement de nos idées, comme j'indiquais tout à l'heure. Il faut savoir ce que l'on veut. Et je suis pour ma part intimement persuadé qu'il faut être clair. Soit c'est la tête du parti pour faire tourner le parti, soit c'est préparer la primaire et la présidentielle. Moi, j'ai fait ce choix, donc je joue carte sur table avec les militants. Voilà pour vous répondre, je pense, le plus précisément possible. Si j'ai oublié quelque chose, reprenez-moi. Non, pas du tout. Bon, on va veiller à être assez exhaustif dans cette partie. Alors, vous n'êtes pas le seul à vous être positionné pour 2017, donc il y a également Jean-François Copé. Et ce positionnement relativement, qui arrive relativement tôt, d'accord, nous sommes en 2012, bientôt en 2013, a été sujet à maintes critiques. Alors on va réécouter Jean-François Copé qui était à votre place, à notre tribune, en mai 2010, d'accord, s'il vous plaît.
Alors, que répondez-vous notamment à Alain Juppé, qui déclare que vos annonces font sourire dans la situation actuelle du pays et qui déclare que votre annonce est individualiste, anticipatrice? C'est le seul à l'avoir dit. C'est le seul. Alors, peut-être que les autres ne m'ont pas critiqué parce qu'ils voulaient mon soutien à la primaire, j'en sais rien. Vous savez, je suis assez lucide, mais c'est le seul à m'avoir critiqué. C'est pas parce qu'il est seul qu'il a forcément tort? Ah, mais c'est pas ça. C'est que vous m'en trouvez pas un autre. Non? Vous m'en trouvez pas un autre qui a critiqué publiquement. Et en définitive, avec le recul, on s'aperçoit de quoi? C'est que Copé dit, par exemple, que le président de l'UMP qui sera élu en 2014, c'est ce qu'il propose, ne pourra pas être candidat à la primaire, il faudra qu'il se démette. C'est pas moi qui avais raison? À l'époque, je sais bien que je prends un risque en disant je suis candidat à la primaire, certains peuvent se dire attends, 6 mois après les élections présidentielles perdues, ils se positionnent déjà. Aujourd'hui, ça ne fait pas du tout sourire. Parce que moi, au moins, j'ai joué carte sur table. Je n'ai pas fait croire que c'était uniquement l'UMP qui m'intéressait quand c'était la primaire. Parce que je pense que cette exigence de sincérité, elle se fera ressentir de plus en plus. Les gens ne peuvent pas vous faire confiance si vous ne dites pas la vérité. Si ma priorité c'est la primaire, je ne fais pas croire que c'est l'UMP. Alors je pensais même d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, que j'aurais beaucoup plus de critiques. Je pensais même que dans les sondages, je serais beaucoup plus sanctionné. Il n'en a rien été, parce que je pense que les gens reconnaissent que je suis dans une logique aujourd'hui. Quand je cherche une solution pour l'UMP, je ne cherche pas une solution pour ma pomme. Parce que moi, j'ai dit que je ne serais pas candidat à l'UMP parce que j'étais candidat à la primaire. Quand vous en avez certains qui disent « oui, il faut absolument une autre candidature », mais ils pensent à eux, c'est leur droit. Mais moi, au moins, je joue carte sur table. Et je pense que c'est un gros avantage. Mais pensez-vous pas que, en vous préparant dès aujourd'hui à 2016, comme le font aussi d'autres camarades à l'UMP, Jean-François Copé notamment, eh bien, vous allez vous détourner de la tâche d'être une opposition forte face à la gauche? Non, parce qu'il faut les deux. J'ai fait notamment BFM dimanche soir pendant un peu plus d'une heure et demie. Je pense montrer qu'on doit être à la fois opposant, mais une nouvelle opposition. Il ne s'agit pas d'aboyer tout le temps sur tout ce que font les socialistes. Si quelque chose va dans le sens de l'intérêt national, il faut le reconnaître. Surtout si notre pays va au-devant de difficultés graves, comme je le crains, il ne faudra pas hésiter à reconnaître si une décision va dans le bon sens. Donc ça veut dire jouer ce rôle d'opposant, mais jouer aussi ce rôle de proposition. Parce que, je le répète, dans une France qui va changer, il faudra proposer un nouveau projet, pas 2012 revisité. Il faudra vraiment aller... D'une certaine façon, il faudra renverser la table. Parce que j'entends aussi ce qu'on nous dit. Les gens nous disent, oui, mais est-ce que la droite, ça va être à nouveau la droite amie des riches? Certainement pas. Moi, dans la ville dans laquelle je suis élu, quand on me dit la droite amie des riches, oui, ça me fait souffrir. Parce que ce n'est pas ça la réalité. Quand on a augmenté le minimum vieillesse, l'allocation d'adultes handicapés, et on nous dit qu'on est la droite amie des riches, je ne veux pas d'une droite qui soit dure avec les plus fragiles. C'est la droite que je veux incarner. D'autre part, je ne veux pas d'une droite dont on se pose la question, est-ce qu'elle va vraiment faire les réformes? Il faudra les faire jusqu'au bout, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Et je ne veux pas non plus d'une droite qui nous dise qu'il n'y a que la pensée unique en Europe. L'euro fort pour l'euro fort, je ne suis pas sûr que ce soit une solution d'avenir. De nous dire qu'il faut plus d'intégration en Europe, oui. Mais alors qu'est-ce qu'on attend pour faire l'harmonisation fiscale ou l'harmonisation sociale? On aurait la question de Depardieu s'il y avait la même fiscalité en Belgique et en France? Certainement pas. Et je ne parle pas de la France et de la Suisse, de la France et de la Belgique. Voilà des sujets sur lesquels on doit avancer, sur lesquels on n'a pas besoin de nouveaux traités. En clair, sur l'Europe, je veux incarner une droite exigeante avec l'Europe, qui est prête à faire un pas en avant, seulement quand l'Europe aura fait plusieurs pas en avant. Ça, je suis le seul à porter ces convictions dans le débat politique et à l'UMP. Voilà pourquoi je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Et pour tout ça, 4 ans. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est court. D'accord, donc finalement, dans ce fiasco qui règne à l'UMP, vous êtes Xavier Bertrand, l'homme de la situation avec des idées innovantes au sein de l'UMP. J'aime bien votre façon de le dire. J'aime bien votre façon de le dire. C'est ça, sauf que je ne ménage pas ma peine pour essayer de trouver une solution. Je parle avec Copé cet après-midi, je parle avec Fillon. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que quelqu'un a son épingle du jeu de la crise que l'on vit aujourd'hui. Si quelqu'un se dit c'est bon, d'éliminer, c'est pas vrai. Que les deux soient par exemple aujourd'hui abîmés dans les sondages, c'est pas pour autant qu'ils sont disqualifiés pour la primaire. En politique, ça ne se passe pas comme ça. Et puis Copé et Fillon, qui étaient pour certains les dieux de l'UMP il y a 3 semaines,
ne sont pas devenus bons achetés aux chiens. Ce n'est pas ça la réalité. Que les militants soient en colère, c'est une chose, mais personne ne profitera de la situation aujourd'hui à l'UMP. Et quand vous me disiez par rapport à Jean-François Copé, est-ce qu'être président, c'est un projet de vie? Ben moi, je n'y ai pas pensé depuis que j'ai 8 ans. Pour ne rien vous cacher, certains disent que quand on avait 8 ans, on avait le poster du général de Gaulle ou le poster de Georges Pompidou dans la chambre. Moi, j'avais le poster de Dominique Rocheteau dans ma chambre. Ce n'est pas pour autant que j'ai fait une carrière sportive, mais toujours est-il que ça ne m'est pas venu comme ça à l'âge de 8 ans. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en exerçant des responsabilités, notamment ministérielles, en voyant notamment ce que faisait Sarkozy de reconnaître son courage, oui, le jour où Sarkozy nous dit à la Mutualité « je ne serai plus dans les mêmes fonctions », oui, j'ai envie, moi, d'être candidat à la présidentielle. Finalement, je ne sais pas quel poster vous avez chez vous, peut-être celui de Nicolas Sarkozy et celui de François Fillon, puisque vous vous êtes ralliés. Non, je vous dis, quand j'étais jeune, c'était plutôt des joueurs de foot. Platini aussi. Oui, bien sûr, je m'en doute. Non, ce à quoi je voulais en venir, c'est... Si ça vous parle autant que ça, à vous, je ne suis pas sûr. Ce qui montre le décalage de tranche d'âge. Oui, non, je reviens sur cette histoire de poster intéressante, surtout au niveau des personnes derrière lesquelles vous semblez un petit peu vous cacher. Je m'explique, vous appelez à écouter Nicolas Sarkozy en disant que finalement c'est l'autorité qui compte à l'UMP, vous vous ralliez probablement un peu timidement derrière François Fillon en disant que c'est l'homme de la situation capable de rassembler l'UMP, donc finalement quelle est votre position? J'ai pas l'impression de bien saisir. Depuis septembre, c'est clair, je ne suis plus derrière personne et je me rallie à personne. Je suis indépendant. Pas derrière François Fillon? Non, attendez, je l'ai dit, d'ailleurs certains l'ont dit, non, je ne me rallie pas à François Fillon. À partir du moment où je dis que je suis candidat à la primaire, je suis candidat tout seul, sur mon nom, avec mes amis, mais je ne suis pas dans une position d'être rallié. Jusqu'en 2012, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a joué le jeu autant que moi dans la fidélité à Sarkozy. Parce que certains, aujourd'hui, nous disent Sarkozy, la main sur le cœur, génial, terrible, mais seulement pendant les quelques années, Laurent Mouscailly a plus d'une reprise, jamais moi. Parce que je pensais que la situation était difficile et qu'il ne s'agissait pas de la rendre plus compliquée. À partir du moment où Nicolas Sarkozy dit qu'il n'aura plus le même engagement, oui, je suis légitime, si j'ai des convictions et des idées en propre à défendre, à les porter. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans la logique de me rallier à qui que ce soit parce que j'ai indiqué ce chemin jusqu'aux primaires. Je joue carte sur table. Et je ne suis pas de ceux qui vous disent « Oui, mais dès que Sarkozy voudra revenir ou qu'il nous dira blanc, on fera blanc » et faire le contraire. Moi, j'ai indiqué dès le début que je serai candidat quoi qu'il arrive. Et s'il revient, vous faites quoi? Je vous répète ce que vous avez dit tout à l'heure. Je serai candidat. Et pourquoi? Parce que ces lignes auxquelles je crois, une droite juste, une droite qui fait vraiment les réformes, une droite qui soit exigeante avec l'Europe. Si je l'entendais repris par d'autres candidats, je pourrais dans ces cas-là me demander est-ce que c'est légitime d'aller jusqu'au bout. Je ne les entends pas. Ce sont mes convictions, je les porterai jusqu'au bout. Et la question n'est pas de savoir si c'est une lubie ou juste une ambition, c'est une question de conviction. Xavier Bertrand, merci beaucoup. Donc cette phase de débat est maintenant terminée. On passe à quelque chose d'un petit peu plus léger avant de passer aux questions de l'Assemblée.